Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Plaisir. Bon, c'est évidemment une escalade majeure dans ce conflit au Moyen-Orient, avec, on attend évidemment ces représailles iraniennes sur les actifs au sens large américain, notamment les bases américaines qui sont dans la région, elles sont nombreuses. Ce risque d'embrasement, encore une fois, potentiellement il se rapproche. Est-ce qu'il faut redouter le pire? Quand on voit les marchés financiers, on se dit que non. Oui, en fait, Ils ont le droit de se tromper on a, bien sûr, déjà. Non, mais surtout, on a quand même l'impression que l'économie mondiale, les grandes entreprises notamment, maintenant, sont quand même très habituées à tous ces chocs. Enfin, je veux dire, il y a eu le Brexit, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le président Trump. D'ailleurs, c'est très frappant de voir que les fluctuations économiques de ces dernières années, elles ne sont plus liées comme autrefois à des cycles classiques, cycles de crédit, cycles financiers, mais elles sont liées à des chocs qui sont exogènes, qui sont quand même bien intégrés dans les entreprises. D'ailleurs, moi, ce que j'observe, c'est très concret, vous allez voir, mais ça dit quelque chose qui n'est pas inintéressant et qui permet de répondre quand même à votre question. Dans les grandes entreprises, on voit de plus en plus de spécialistes de la géopolitique, des Chief Geopolitical Officers, vous voyez, dont justement le rôle est de réfléchir à l'impact de ce qui se passe, par exemple en Iran, sur les chaînes de valeur, sur les approvisionnements énergétiques, etc. Donc il y a quand même le mot est un peu galvaudé, mais une résilience, je trouve, de l'économie mondiale qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et les marchés reflètent ça, en fait. Est-ce que cette entrée en guerre, encore une fois, des États-Unis contre l'Iran, on peut le comparer, c'est un événement il y a le parallèle qui frappe l'économie mondiale. On va voir encore une fois la suite des opérations, mais au même titre que le Covid, voilà, que l'invasion en Ukraine, que la crise des subprimes. Non, parce que c'est moins surprenant, si vous voulez. C'est-à-dire que déjà qu'il y ait des conflits au Proche et au Moyen-Orient, ça fait 100 ans. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Après que Israël veuille frapper les installations nucléaires iraniennes, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau non plus. Et le fait que le président Trump peut agir avec une certaine brutalité, c'est pas quelque chose qui est nouveau non plus. Vous voyez, donc je trouve qu'en fait, la part d'incertitude est moins importante que ce qu'on veut bien dire. Et puis, vous avez aussi, et ça on n'y réfléchit jamais, mais imaginez, l'Iran arrive véritablement au seuil de l'arme nucléaire et elle est très rapidement en capacité de frapper Israël. Ça peut avoir des conséquences économiques qui sont démultipliées par rapport à ce que l'on a vécu ce week-end. Donc je trouve que vous avez tout à fait raison de dire que c'est un événement géopolitique, militaire absolument majeur. Est-ce que du point de vue économique, c'est un événement majeur? Franchement, j'en suis pas sûr. Je suis désolé. Moi, tout le week-end, j'ai regardé la presse et évidemment, vous savez ce que c'est, pardon de le dire. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de stratégie du buzz. Donc là, le grand truc, vous voyez tous les titres, c'est les détroits d'Ormuz, si jamais ça ferme, la catastrophe pour l'économie mondiale, etc. Je pense quand même qu'il y a un peu cette recherche dans la presse de spectaculaire et cette idée un peu catastrophiste. C'est pas un signe noir qu'on est en train de vivre, encore une fois, cette entrée en guerre des Américains contre l'Iran? C'est pas quelque chose d'imprévisible et de... Enfin, je sais pas, tout le monde sait que le gouvernement américain et l'Iran... Enfin, donc évidemment que Israël et l'Iran sont en situation de quasi-guerre depuis longtemps et que les États-Unis et le président Trump sont un soutien très fort d'Israël. C'est l'un des seuls trucs un peu solides d'ailleurs dans les États-Unis. Donc vous voyez, non, je suis désolé. Et ce que rappelait Philippe Chalmin est très intéressant au passage, mais enfin c'est pas anecdotique, sur le fait qu'il y ait beaucoup de pétrole par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Si on étudie les marchés pétroliers, on sait que les Américains sont devenus les principaux producteurs de pétrole au monde et qu'ils en consomment une grande partie. On sait que l'OPEP a la capacité d'augmenter encore sa production. Et puis, quant au détroit d'Ormuz, bon courage l'Iran s'ils veulent s'amuser à le bloquer ou à mettre des bombes. Enfin, je pense, si vous voulez, que la réponse sera cinglante. Ils ont déjà vu ce que c'était ce week-end, une réponse cinglante. Mais, donc, bon, je pense qu'il y a moins d'incertitude qu'on ne le dit et plus de résilience qu'on ne le pense. Après, il s'est fait élire, Donald Trump. Vous n'avez pas l'air d'accord avec moi. Non, mais il s'est fait élire sur des promesses d'éviter toute nouvelle guerre, d'arrêter en 24 heures les guerres. Oui. Cette entrée en guerre d'un président isolationniste, c'est quand même un point de bascule, en tout cas, pour sa présidence et peut-être aussi pour le Moyen-Orient. C'est peut-être plus un problème politique, en fait, aux États-Unis que chez nous. Parce que là, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la base MAGA, très clairement, elle avait acheté, au fond, l'idée selon laquelle le président Trump et la Maison-Blanche s'occupaient des États-Unis et ne s'occupaient plus des aventures extérieures. Alors, peut-être qu'Israël, quand même, on peut considérer que c'est une exception, mais ce week-end,
Moi, j'étais assez attentif à ça, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu donc l'annonce du président Trump flanqué du ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, et de J.D. Vance, le vice-président. Et il m'a semblé que Marco Rubio avait l'air plutôt satisfait et que J.D. Vance était extrêmement fermé. Et en fait, c'est intéressant parce que eux, ils représentent chacun, en fait, un courant chez les Républicains. C'est Marco Rubio plutôt, alors ça s'était un peu effacé avec l'Ukraine, etc. Enfin, plutôt dans la ligne de Ronald Reagan, c'est-à-dire républicain. Républicain classique, en fait, c'est ça, le vieux parti, le GOP, quoi. Alors que J.D. Vance, c'est vraiment la base MAGA, quoi. C'est-à-dire vraiment, on ne s'intéresse qu'aux États-Unis, on est hyper protectionniste, on n'intervient nulle part, on déteste de toute façon, grosso modo, tout ce qui n'est pas américain, vous voyez, donc. Et donc oui, il y a cette tension politique aujourd'hui très clairement aux États-Unis, y compris d'ailleurs au passage chez les démocrates qui sont complètement explosés, qui ne savent plus où ils habitent, mais alors encore moins depuis ce week-end, parce qu'ils ne savent pas s'ils sont pour ou contre une intervention en Iran. Il y avait cet acronyme depuis quelques semaines sur Donald Trump, sur les marchés, le fameux TACO. Ouais. Trump always checks out. Chickens out, checks out, pour dire que c'était une poule mouillée. Est-ce que ce n'est pas justement cette intervention et ces frappes en Iran, ce n'est pas une façon de redonner, pas du lustre, mais du crédit à Trump? Ouais, vous avez raison. Sa capacité à... Oui, vous avez raison, mais finalement, c'est peut-être pas mauvais pour les incertitudes géopolitiques et pour l'économie mondiale. Franchement, si j'étais le président chinois ou le président Poutine, je me méfierais quand même. Même si d'une certaine façon, on sait qu'il partage un certain nombre de choses avec Poutine et qu'avec la Chine, les choses ont été mises sur la table, etc. Mais je me dirais quand même là, on a quelqu'un qui est, ce qu'on savait, mais enfin qui est capable de réagir avec une violence extrême. Donc que je sois son allié ou que les relations ne soient pas claires ou que je sois en compétition stratégique comme les Chinois, c'est en tout cas quelqu'un dont je me méfierais. Et quand j'entends dire, au fond, c'est peut-être le moment pour la Chine d'aller à Taïwan, etc. Ah, je suis pas sûr, moi. Voilà, non mais voilà, je suis d'accord avec vous là, pour le coup. Ouais, je me dis... Le message subliminal envoyé par les Américains, c'est exactement. Donc finalement, ça va... Peut-être, je prends un pari là, mais ça va peut-être apporter moins de désordre qu'on ne le pense, y compris du point de vue économique. En tout cas, vous le disiez, David, c'est quand même plutôt l'analyse des marchés ce matin. Ouais. Quel impact tout ça peut avoir sur la guerre commerciale en cours, les négociations? C'est autre chose. Je sais, c'est autre chose, mais est-ce que, pour ceux qui disaient, bah, tiens, finalement, Trump, il menace et après il revient en arrière, il suspend, les ultimatums sont repoussés, etc., etc. Là, encore une fois, ça ne lui redonne pas de la force, Donald Trump, dans les négociations qu'il a, notamment avec les Européens, les Chinois et les autres. Oui. Alors, moi, de toute façon... Même si j'ai noté qu'il n'y avait rien à voir sur le principe, mais je me dis quand même... Oui, parce que, en fait, je pense que sur les questions commerciales, la doctrine Trump est assez claire. Et schématiquement, ils sont protectionnistes. Donc je pense que de toute façon, ils veulent des droits de douane. Donc en fait, ce Liberation Day, cette pause de 90 jours, tout ça, c'est des prétextes. Mais pour aboutir à la fin à des taxes qui, à mon avis, seront relativement conséquentes. D'ailleurs, on part d'une base qui est relativement élevée, puisqu'on part de ces fameux 10%, alors même qu'on était à 3% avant l'arrivée du président Trump passer de 3 à 10% à la Maison-Blanche. Donc, les tarifs moyens, c'est gravissime ou pas? C'est entre les deux. C'est ni gravissime, ni rien du tout. C'est quand même une friction. Bon, mais surtout, enfin, alors attends, en plus sur l'aluminium, l'acier, on est à beaucoup plus. Ouais. Avec la Chine, on est à plus. On sait que les négociations avec l'Union européenne, c'est quand même compliqué. C'est compliqué parce qu'on a en face à nous une administration qui nous dit vous n'êtes pas gentil, on n'aime pas les voitures allemandes et la TVA, c'est un droit de douane. Donc c'est sûr que dans ces conditions, les négociations ne peuvent pas être extrêmement simples pour nous. Moi, je pense qu'il faut jouer l'understatement, c'est-à-dire qu'au fond, quand un pays rentre dans une guerre commerciale, vaut mieux pas y rentrer. C'est pour ça qu'il faut bien évidemment des mesures de représailles, mais je pense qu'il faut qu'elles soient extrêmement symboliques. Voilà, tout ça se terminera, me semble-t-il, malheureusement, par des droits de douane. Essayons, je vais le dire un peu vulgairement, mais de calmer la bête au maximum, quoi. Ouais. Si le pétrole devait aller vers 100, 130 $, s'il y avait blocage des détroit d'Ormuz, apparemment plus personne n'y croit, en tout cas pas les marchés. Le game changer pour l'économie mondiale, c'est un pétrole qui est aujourd'hui donc à 77, qui n'a pas bougé, mais qui va à combien? En fait, ce serait moins important que ça ne lui était par le passé, ce choc pétrolier. Parce que, pétrole et gaz. Pétrole et gaz, parce que, alors, oui, l'économie mondiale, elle est quand même moins dépendante au pétrole
qu'elle ne l'était dans les années 70. Si vous regardez, vous rapportez d'ailleurs tout simplement le PIB mondial au pétrole consommé, vous allez voir que le ratio il a considérablement chuté. Donc un choc pétrolier ne peut pas avoir aujourd'hui la même conséquence qu'en 73 ou à la fin des années 70 ou dans les années 80. C'est la raison pour laquelle, franchement, je ne suis pas extrêmement inquiet. Après, Philippe Chalmin le rappelait, et ça pour le coup c'est vraiment très important. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le pays qui a le moins intérêt à ça, c'est la Chine. Que la Chine, quand même, d'une certaine façon, tient l'Iran, parce que les mollahs se financent beaucoup avec l'argent des achats de pétrole chinois, en réalité. Donc, honnêtement, là aussi, je peux me tromper, je fais des paris, mais je ne crois pas trop à cette fermeture du détroit d'Ormuz. En revanche, David, ce que je crois, c'est à une augmentation structurelle au fond du commerce international et notamment du fret maritime. Mais pas un choc. Pourquoi? Parce que détroit d'Ormuz, même si on n'imagine pas qu'il soit fermé, il peut en effet y avoir des tirs de missiles, brouillage de GPS, etc., des choses comme ça. Mais en mer Rouge, en fait, vous avez le même problème. Vous avez même moins de bateaux depuis quelques mois qui passent dans le canal de Suez. Vous en avez moins, si vous voulez. Donc, vous avez des bateaux qui de plus en plus empruntent des routes détournées, qui sont plus longues. Donc, ça a coûté plus cher. Ça coûte plus cher. Vous avez le coût de l'assurance qui augmente et vous venez d'en parler, c'est très important. Vous avez aussi le coût des taxes, la guerre commerciale. Donc, vous avez structurellement un coût de la mondialisation qui augmente. Vous voyez? Et ça, c'est important. Et ça, c'est une certitude. Ouais. C'est pas de l'incertitude. Donc, et ça augmente. Donc ça veut dire plus d'inflation. Oui, voilà. Ça augmente les coûts industriels et les prix industriels dans le monde. Ouais. Soit il faut répercuter. Donc ça, c'est pas rien. Soit il faut prendre sur les marges. Oui. Soit, voilà, après. Et ça, je suis pas sûr que les marchés l'aient bien pricé. C'est trop loin pour eux. Peut-être. Mais pourtant, c'est pas de l'incertitude, me semble-t-il. Plus proche de nous, et on se quitte là-dessus, Nicolas, 0,6% de croissance pour la France cette année, c'était la prévision de l'INSEE la semaine dernière. Est-ce que ça reste jouable au vu de tout ce qu'on vient de se dire là, des événements politiques, géopolitiques? On va rentrer dans le dur aussi en France avec un budget 2026 qui s'annonce... Oui, complètement. Écoutez, non, moi je pense qu'il y aura grosso modo pas de croissance, que le budget est très compliqué à faire, que les 40 milliards d'économies, on n'arrête pas d'en parler, mais personne ne le regarde. Moi je vous les trouve en 50 secondes, les 40 milliards d'économies. Bon, comment? Vous faites une année blanche, vous ne remplacez pas deux départs de fonctionnaires en retraite sur 3, vous remettez sur la table la réforme d'assurance chômage de Gabriel Attal, les jours de carence que Guillaume Kasbarian a voulu mettre en place dans la fonction publique, vous avez 30-35 milliards là, voilà. Voilà. Mais juste, il faut le faire. Il faut que ça passe par la case Parlement. Non, parce que non, mais ça se fera par un 49.3 et donc l'enjeu c'est la censure ou pas. Mais de toute façon. Donc le Parti socialiste de nouveau. Mais de toute façon, le Parti socialiste et le RN, ils veulent censurer le gouvernement. Ils le censureront avec 10 milliards d'économies. Donc, il faut mieux tenter les 30 milliards d'économies. Ouais. Comme je viens de les. Ça se finit comment le budget 2026? Mal. En tout cas, là pour le coup, vous voyez, je suis vraiment pas serein par rapport à cette affaire, parce que je pense que on a vraiment une situation des finances publiques qui est critique. Le Premier ministre a tout à fait raison d'en faire la pédagogie, etc., et de dire qu'il faut trouver 40 milliards. Mais la vérité, c'est qu'on est en train de réinventer des bricolages fiscaux sur les niches fiscales, sur les riches, etc. Donc on ne prend pas du tout le sujet au sérieux. Au Parlement, le RN et le Parti socialiste sur ces questions-là je ne parle pas évidemment des insoumis, etc., mais sont complètement à l'ouest et sont absolument irresponsables. Donc là, pour le coup, je suis inquiet. Vous voyez? Presque plus que sur les prix du pétrole. Curieux parallèle, mais je comprends l'idée. Donc les 0,6%, on ne les fera pas. Écoutez, mais de toute façon, c'est pas beaucoup. Non, oui, c'est déjà très Non, je veux dire, de toute façon, ça fait quoi? Ça fait 1% de croissance des recettes fiscales. Parce qu'en plus, et c'est bien, il y a beaucoup moins d'inflation que c'était le cas. Ils ont du mal à rentrer les recettes fiscales cette année. Ah tu m'étonnes. Impôt sur le revenu et TVA. Bizarre. Non, mais moins que ce qui était escompté. Ça, oui, c'est ce que je dis. Non, pas moins que ce qui était escompté, puisque moi, vous me faites l'honneur de m'inviter régulièrement. C'est toujours un immense plaisir. Et pardon, mais à chaque fois, j'explique que les recettes fiscales ne seront pas au rendez-vous. Oui, parce que quand vous êtes sur des taux marginaux d'imposition qui sont de toute façon aussi élevés, quand le seul truc que vous arrivez à faire, c'est les augmenter, vous affectez la base fiscale, l'activité économique, et au bout du compte, vous n'avez pas énormément de recettes fiscales. Voilà. C'est la courbe en... C'est la fameuse courbe de l'affaire. Exactement. Qui existe. Allez, merci beaucoup. Donc, merci David. Entretien avec Nicolas Bouzou, économiste et directeur du cabinet de conseil Asterès, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Salut, ciao.